La simplification doit bien entendu se traduire sur le terrain. Garant de la qualité du service délivré quotidiennement au personnel civil et militaire de notre ministère et acteur majeur de soutien aux opérations et aux combattants. Les services se trouvent au cœur de la démarche de simplification. Comment ces opérateurs comptent-ils s'organiser? Quelle est leur vision? Pour ce faire, nous bénéficions de la présence des directeurs centraux de ces services, mais aussi du petit pas de côté, d'un regard extérieur avec la présence de Madame Isabelle Maré-Samper. Donc, pour introduire et commencer cette table ronde, je me tourne tout d'abord vers le commissaire général Philippe Jacob, directeur central du service commissariat aux armées. Monsieur le commissaire général, donc la question, très simple, mais je sais que la réponse sera effectivement complète et dense. Où placez-vous la démarche de simplification au sein du commissariat? Merci. Merci Hervé. La simplification, c'est une démarche tous azimuts et qui d'abord a un fondement culturel. Pour moi, le premier objectif, c'est bien de diffuser cette culture du commandement et du management centrée sur la simplification. Donc très concrètement, symboliquement, j'ai recruté il y a quelques semaines une conseillère simplification, donc pour montrer toute l'importance que j'attache à ce domaine au sein du service. Et elle n'a pas qu'un rôle symbolique, elle a le rôle d'animer un réseau de correspondants, 120 correspondants simplification, innovation, qui sont justement destinés à œuvrer pour diffuser la simplification au sein du service. Alors pour le SCA simplifié, c'est d'abord travailler, conforter la proximité. C'est ensuite proposer une offre de service élargie pour faciliter le travail des hommes et des femmes du ministère. Prendre en compte les contraintes qui pèsent sur le personnel et l'accompagner dans ces démarches. Alors, le premier point, c'est la proximité. Vous le savez, c'est ce qui a présidé à la mise en place du guichet unique qui est l'Atlas que vous connaissez tous. Il nous reste à prolonger le mouvement. On a besoin de diffuser les espaces Atlas au sein des Outre-mer, puisque c'est encore embryonnaire aujourd'hui. Et puis surtout, on doit prolonger cet effort de proximité dans une dimension numérique. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui du travail qu'on fait avec le SICOS, de développer un portail Eureka qui facilite l'accès au soutien et qui corrige les défauts de ce qui existe. Je pense à Sillage, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle qui prendra la défense de ce système. En particulier, l'accès collectif au soutien qui manque aujourd'hui. Vous êtes concrètement un commandant d'unité, vous devez partir en manœuvre. Plutôt que d'avoir à formuler X demandes, l'objectif auquel on travaille avec le SICOS dans la nouvelle version de RECA, c'est de pouvoir faire une demande groupée à charge pour le SCA ensuite et pour les services de soutien d'opérer le découpage et de dispatcher les différentes tâches. L'élargissement de l'offre aussi est un axe important de simplification. L'objectif, c'est justement en capitalisant sur ce guichet unique qu'est l'Atlas, sur les dispositifs de proximité, c'est d'être intégrateur de services. Donc, d'abord les services que le SCA propose, mais plus encore les services d'autres opérateurs au sein du ministère et même en dehors du ministère. J'ai signé il y a quelques semaines une convention avec le DGFIP pour pouvoir faire bénéficier au plus près dans les unités, dans les espaces Atlas, de conseils dans le domaine fiscal. Voilà, c'est la saison de la déclaration de revenus. Très concrètement, pouvoir proposer aux soldats, à l'aviateur, aux marins, la présence et le conseil d'experts de l'administration fiscale nous a semblé intéressant et de nature à faciliter le travail. Autre exemple, on expérimente actuellement la confection de passeports pour les familles
Vous savez que aujourd'hui c'est la guerre, hein, pour se faire des papiers d'identité, c'est très long, très compliqué. Donc on dispose, puisque pour faire les passeports de mission, on le fait en interne, on dispose d'appareils de recueil de données biométriques. L'idée, c'est d'en faire bénéficier les familles. Donc évidemment, ça se fait en liaison avec le ministère de l'Intérieur, en liaison avec les municipalités. Et l'expérience qui est menée notamment à Cazaux, je crois, si elle est concluante, on va la diffuser et la généraliser. La prise en compte des contraintes du personnel nous semble également une priorité. Et donc, on s'est focalisé, on va travailler sur trois domaines en particulier. Des moments de vie qui caractérisent la contrainte du militaire, c'est la mutation, c'est le déménagement, et puis c'est pour beaucoup d'entre eux la projection en opération en isolé, donc qui est toujours un peu compliqué. Donc la mutation, on expérimente dès le prochain PAM au profit des personnels qui rentrent d'outre-mer et qui sont affectés en région parisienne, un dispositif de conciergerie dans le cadre du plan Mutaction, qui vise à les aider dans leur démarche de recherche de logement, d'inscription des enfants à l'école, d'inscription en place de crèche, d'abonnement à l'eau, au gaz, à l'électricité. Potentiellement, il y a 400 familles qui sont concernées en 2023. Donc on va faire fonctionner ça. Et si c'est concluant, on le généralisera à partir de 2024. Déménagement, vous connaissez la plateforme multidéménageur, donc on l'a expérimenté, on l'a mise en place à partir de 2019. On a renouvelé le marché, donc on a maintenant une meilleure vision de ce qu'il est possible de faire. L'objectif, c'est d'offrir aux militaires qui déménagent, de lui faciliter la recherche d'un déménageur, de prendre en charge la fonction, l'ensemble de la démarche, en lui mettant à sa disposition un conseiller. Donc c'est accessible par Internet. Presque un militaire sur deux qui devait déménager a eu recours à cette solution. L'idée, c'est de la développer encore, d'autant qu'elle s'accompagne d'une prise en charge des frais de déménagement par l'administration. Donc on a résolu la question il faut faire l'avance de trésorerie et se faire indemniser ensuite. La projection en isolé, en opération, est aussi compliquée parce qu'il y a plein de démarches à faire. Il faut médical, il faut se procurer une arme, il faut se trouver un moyen de transport pour aller au point de projection. Donc là aussi, on accompagne le militaire dans cette démarche en créant un parcours de projection pour le militaire projeté de façon isolée. Faciliter la vie, ça reste le point d'attention numéro 1. Et en particulier, on a bien eu retour des irritants que sont les multiples sollicitations que l'administration impose à l'administré. Donc l'objectif, c'est d'exploiter la logique du dites-le nous une fois, d'éviter à avoir à se tourner vers l'administré, en particulier si sa situation n'a pas changé. Par principe, on considère qu'on reconduit la situation initiale. Vous devez renouveler une carte SNCF. Si votre famille ne s'est pas agrandie, il n'y a pas de raison qu'on vous demande une nouvelle fois combien vous avez d'enfants, quel âge ils ont, etc. Et puis alors, on l'évoquait au cours de la table ronde précédente, moi j'en ai ras-le-bol qu'on me dise on n'est pas capable d'acheter des noix de cajou dans le ministère. Ça c'est un truc qui, même quand c'est le ministre qui le dit, parce que je ne vois pas pourquoi en fait. On a les cartes achats. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont en place. Il y a eu des gros efforts faits avec la DAF, avec le ministère des Finances. Il n'y a plus qu'à les utiliser. Elles sont aujourd'hui sous-utilisées. Alors j'en prends ma part.
on n'est pas assez bon en pédagogie et donc il y a effectivement un devoir de formation à cet outil. Il y a un devoir derrière d'ingénierie financière pour le simplifier, c'est-à-dire qu'avec une carte, qu'on ne soit pas obligé d'avoir tout un jeu de cartes dans le portefeuille pour pouvoir faire les différents achats, mais avec ça, l'accastillage de la GoPro comme les noix de cajou pour le pot de départ de l'adjudant-chef, on doit pouvoir le faire. Voilà, je ne peux pas être exhaustif. Je vous invite simplement, pour prolonger le sujet, à vous rendre sur l'Intradef. On a mis en ligne ce matin un numéro spécial, un hors-série Soutenir, du magazine Soutenir, et qui est consacré justement à la simplification dans le domaine du commissariat des armées. Voilà, qu'est-ce que le SCA fait pour vous en matière de simplification? Merci beaucoup, monsieur le commissaire général. Je vais maintenant me tourner vers l'ingénieur général Franck Plomion, directeur central du service infrastructure de la Défense. Ça marche. Appuyez. Monsieur le directeur central, si le micro fonctionne. Ça y est. Il fonctionne. Donc la question, comment votre service approprie-t-il la thématique de la simplification dans le cadre de sa transformation qui est en cours? La simplification, on le considère comme un levier important pour la transformation qui est en cours sur le SID et la fonction infrastructure. Pour recadrer un petit peu, les deux objectifs qu'on nous a assignés dans le cadre de notre transformation, c'est de nous mettre en mesure de réaliser des infrastructures plus nombreuses et plus complexes qui arrivent dans la future LPM. Donc ça, c'est un premier objectif. Et parallèlement à cet objectif sur des infrastructures très complexes, on nous a assigné comme objectif d'améliorer la perception du ressenti, du soutien au quotidien des agents et des soldats au quotidien. Donc là, c'est plutôt dans le domaine des irritants qui remontent. Donc concrètement, on a mis en place des plans d'action et je vais prendre pour exemple, je vais citer pour ce qui concerne le plus ce que l'on a mis en place pour le soutien, comment on contribue au soutien du quotidien avec la simplification. Il y a 3 axes, j'illustrerai à travers 3 axes. On a travaillé au niveau du soldat et de l'agent, on a travaillé au niveau du commandement, ça rejoint quand même beaucoup de choses qui ont été dites. La simplification est un effort collectif. Et puis on a travaillé au niveau des processus, et notamment en utilisant les numériques. Donc on rejoint des leviers qui ont été largement cités jusqu'à présent. Au niveau du soldat, on a travaillé sur la complexité et faire simple pour des choses simples. Ça a été expérimenté, ça a été évoqué. On a mis en place il y a quelques années des plans, on l'a appelé plan PEL ou spirale avec l'armée de terre. Et l'idée, c'est de redonner les moyens aux agents, aux soldats, de s'occuper, de traiter les petits irritants. Ça a été dit, pourquoi ne pas donner un coup de peinture, changer les ampoules. Alors, toutes nos procédures sont compliquées, mais on travaille ensemble pour faire plus simple. On a mis en place des procédures sur la démarche, sur une démarche de volontariat qui marche aujourd'hui. Les usines sont au contact, on a développé des moyens de délivrance, d'achat et de délivrance des fournitures et on fournit en parallèle de ça des conseils techniques au plus près des unités pour la mise en œuvre, les choix et puis aussi la SST, la sécurité au travail. Aujourd'hui, ça produit quelques effets. Il y a encore des marges de progrès qu'on a identifiées parce qu'aujourd'hui, ça représente un peu moins de 4000 interventions par an sur un total de 260 000 interventions qui sont réalisées chaque année. Donc on voit que si l'amorce a été faite, on a une marge de progrès significative de ce côté-là. Mais on a réussi avec les expérimentations qui ont été menées, les unités qui se sont impliquées dans cette démarche, à lever petit à petit toutes les difficultés et à trouver des solutions concrètes, techniques pour avancer. Le deuxième axe, c'est au niveau du commandement et des COM BDD et des chefs de corps, où on a renforcé là aussi la subsidiarité et leur redonner des moyens d'arbitrer, de décider et de déclencher directement des interventions. Donc là,
on a des outils des marchés qu'on adapte petit à petit pour pouvoir donner la main directement à un chef de corps qui peut déclencher l'intervention de l'entreprise lui-même, ou même pour des petits travaux. Donc ça se coordonne avec le volet financier, bien sûr, puisque à partir du moment où on déclenche des interventions, il faut avoir la couverture financière. Donc avec l'armée de terre qui a décidé certaines délégations, ça donne aux COM BDD et aux chefs d'unité des marges de manœuvre qui sont importantes et qui nous permettent, avec les procédures que l'on est en train d'expérimenter et de mettre en place, de faire des interventions beaucoup plus rapidement, sans avoir toute une chaîne complexe d'arbitrage, de décisions qui prennent du temps, des énergies, des décisions parfois difficiles à expliquer. Donc là, c'est vraiment la possibilité de donner sur le terrain les leviers pour qu'ils puissent agir. Donc on a fait l'expérimentation là avec sur la BDD de Le Mans, Angers, Saumur, qui arrive à sa fin et sur lequel on fait le rétex. On va lancer très prochainement 2 expérimentations sur 2 nouveaux sites, qui sera alors c'est connu, le premier SPAI à Valence et la base 115 à Orange, qui vont aller à une échelle un peu plus forte pour voir vraiment comment on peut l'industrialiser et mettre en place les moyens pour le venir. Tout ça en lien avec le SICOS et les armées. Et le troisième axe, pour illustrer mon propos, c'est de simplifier les processus en utilisant le numérique. Donc on a fait par exemple une expérimentation en utilisant les moyens modernes que l'on voit un peu partout, qui sont les QR codes et les smartphones. Donc on a fait une expérimentation où, à l'aide de son smartphone, donc là c'est même pas un outil qu'on fournit, c'est le smartphone de l'agent qui flash un QR code qui est installé dans des bâtiments et qui permet de déclencher directement une intervention, une réparation, parce qu'il constate qu'il y a un sanitaire qui fuit ou des choses comme ça. Et ça a une chaîne automatisée qui va déclencher, on gagne du temps de libre, on gagne du délai pour intervenir. Nous avons fait cette expérimentation sur des tout petits sites, toujours sur les mêmes, dans le cadre de choc de la simplification avec l'armée de terre. L'objectif maintenant, c'est de pousser l'expérimentation sur une BDD pour voir ce que l'on veut, ce que l'on peut faire. Le deuxième point, par exemple, ça a été évoqué aussi tout à l'heure sur les CVPO, donc les contrôles réglementaires obligatoires que l'on fait chaque année sur toutes les installations techniques des bâtiments. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de rapports qui sont établis chaque année et diffusés. On a mis en place un système qui passe par Internet, où tous les rapports sont rangés, sont mis et sont accessibles par tous les acteurs. Très simplement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de gestion par courrier. C'est automatiquement rangé et chaque responsable peut accéder directement aux rapports en temps réel dès qu'ils sont disponibles, ce qui nous simplifie la vie, nous aussi, à tout le monde. Donc voilà, à travers ces 3 exemples, parmi tout ce qu'on essaye de mettre en place dans la simplification, ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, c'est une démarche collective, la simplification. L'écueil, c'est de vouloir simplifier seul dans sa ligne d'eau, comme dirait le ministre. On a besoin d'avoir une démarche globale du processus, parce qu'on est dans des systèmes très interactifs, notamment en infrastructure. Il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour des actions, des processus et des décisions. Et il est important de faire une bonne analyse et une bonne démarche collective pour avoir une simplification globale pour tout le monde et non pas un report de charge de droite vers gauche qui, au global, ne simplifie pas le problème des armées, mais déplace le problème. Donc moi, mon grand rétex des démarches de simplification qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une démarche collective et globale sur le processus pour bien voir ensemble où est-ce que la simplification est apportée. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur central. Je vais me tourner maintenant vers le général Didier Tisser, directeur central de la DIRISI. En général, on parle beaucoup de numérisation, de digitalisation depuis le début de ces assises. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment vous conjuguez mesures de simplification pour l'opérateur, DIRISI, avec mesures de simplification
pour les armées, direction et services qui sont vos partenaires naturels. Oui, en général, mesdames et messieurs, c'est vrai quand on parle de simplification, on voit bien que c'est lié avec la numérisation, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Donc il est important d'essayer de voir en quoi la numérisation peut apporter quelque chose. Et après, justement, on verra en quoi il faut trouver ce juste équilibre entre un opérateur comme la DIRESI et l'ensemble des armées, directions et services du ministère au sens large. La numérisation, c'est finalement découper des domaines en plus petits. C'est faire des petits calculs, ça c'est l'informatique, c'est les télécommunications, c'est faire des petits calculs pour résoudre un problème complexe. Donc en fait, on va parler d'automatisation aussi, c'est-à-dire des tâches qui peuvent être répétitives, qui peuvent être laborieuses. Eh bien, on va essayer justement de les faire réaliser par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, pour pouvoir justement gagner du temps et se consacrer à d'autres choses. Les télécommunications permettent là aussi de rapprocher les uns et les autres et potentiellement de mettre en contact un individu avec tous. Et l'inverse est aussi possible. Donc en fait, le numérique, les systèmes d'information et de communication, c'est tout ça. C'est finalement gagner en efficacité, en capacité de calcul, rétrécir le temps et l'espace pour pouvoir justement gagner en efficacité et éventuellement rendre plus simple un certain nombre de tâches. Alors jusqu'alors, ça va. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand justement la numérisation, elle est partout. Elle est dans tous les métiers. Et ces métiers, aujourd'hui, on le voit bien, nos métiers, ils sont complexes parce qu'ils interagissent de plus en plus les uns avec les autres. Et justement, grâce au numérique, on pense qu'on va pouvoir simplifier la tâche. Mais malgré tout, et comme ça a déjà été évoqué par certains, il y a une complexité qui est intrinsèque à nos métiers, une complexité qui est intrinsèque au domaine du numérique. On a tous en vision cet iPhone, Internet, ça paraît simple. Mais alors pourquoi c'est simple ? C'est simple parce qu'il y a des centaines de milliards de dollars et des milliers d'ingénieurs qui ont travaillé dessus et on n'en voit qu'un bout, simplement. On voit cette interface qui permet justement de pouvoir accéder à cela. Et derrière, c'est tout un business model qui a rendu l'accès facile pour nous attirer justement par rapport au numérique, parce que derrière, ceux qui sont là, eh bien, ils tirent des ficelles, ils font du business. Donc en fait, on ne voit pas cette complexité derrière le numérique. Là, justement, ce qui est important, c'est que ce numérique puisse bénéficier à tout le monde. Et là, la DIRESI, qui est l'opérateur de référence en matière de système d'information et de communication, elle assure des services au profit des armées direction de services, et notamment aussi, parfois ce n'est pas assez connu, aussi des services d'acquisition simplifiés de logiciels, de matériel, de prestations intellectuelles, de services. Et ça, c'est très important parce qu'actuellement, il y a à peu près 700 marchés, des accords cadres, des marchés qui sont là, qui sont disponibles et qui sont d'ailleurs utilisés par les armées, direction et services. Il y a à peu près 60% de l'engagement financier qui est fait au profit des armées direction services et 40% qui est fait au profit de la DIRESI elle-même pour justement les services qu'elle va pouvoir apporter aux uns et aux autres. En fait, la DIRESI, en tant que telle, elle ne sert à quelque chose que parce qu'il y a des bénéficiaires. Les armées, des directions et des services, c'est important. Alors, justement, ces services que la DIRESI produit, il faut qu'ils soient accessibles aux uns et aux autres. Et je vais prendre un exemple qu'on connaît un petit peu tous. Quand on va acheter une voiture, il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, parce que justement la DIRESI, bien qu'elle va fêter ses 20 ans en 2024, en fait, c'était au départ la juxtaposition d'un certain nombre de moyens, de ressources et de missions données par les armées, direction et services. Et il a fallu justement passer d'une juxtaposition à une intégration, à pouvoir répondre, à pouvoir faire la synthèse d'un certain nombre de cultures. Et ça, ça a mené un certain nombre d'étapes. Et là aussi, c'est pareil, pour pouvoir rendre cette accessibilité au numérique, eh bien, il faut des compétences, il faut des talents, il faut un certain nombre de personnes, il faut donc du qualitatif et du quantitatif. Et aujourd'hui, justement, en dépit de ces efforts, la DIRESI, d'une certaine manière, et vous le voyez les uns et les autres, quand vous voulez aller dans cet exemple d'acheter une voiture, eh bien, en fait, la DIRESI, vous allez lui dire, tiens, je veux 4 roues de tel type, je veux tel moteur, je veux tant de sièges, je veux telle puissance. Alors évidemment, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez dire, moi je veux une citadine, je veux une berline, je veux un minibus et autre chose. Et ça paraît tout simple, justement, vis-à-vis
du demandeur de spécifier un besoin fonctionnel le plus haut possible. En revanche, aujourd'hui, c'est compliqué pour la DIRESI de pouvoir justement traduire tout cela, et sa première offre de service, elle est plutôt justement sur des briques qui sont utiles et qui vont permettre de constituer justement un peu à la carte ou du presque sur mesure vos systèmes, les systèmes dont vous avez besoin. Donc là, on a beaucoup travaillé dessus, et aujourd'hui, de manière un petit peu emblématique, il y a un outil que vous connaissez certainement qui s'appelle Diadem, donc qui a beaucoup de qualité et qui a encore un certain nombre justement de marges de progrès, qui permet justement de gérer cette relation entre les armées direction de service et la DIRESI, mais aussi en interne DIRESI, justement, cette traçabilité, cette efficacité dans le processus, dans le bout en bout, justement, pour qu'on ait une référence unique à un moment ou à un autre, pour pouvoir travailler tous ensemble. Alors, je parle de cet outil qui fait énormément de choses. Justement, je parlais tout à l'heure, le numérique pour le meilleur et pour le pire, un système unique. Vous connaissez un petit peu l'histoire, hein, un système pour les gouverner tous, ça c'est mal terminé. Hein. Si on a lu Tolkien, on sait que c'est pas bon. Donc à un moment ou à un autre, il faut faire attention justement aux usines à gaz. Il faut rester serein là aussi et raisonner petit, successif, dynamique, adaptation. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Alors, je vais donner deux, trois axes justement qui actuellement sont en cours au niveau de la DIRESI, justement dans la simplification. Alors, simplification évidemment pour elle-même, mais aussi pour les armées direction de service. Et ça, c'est ce juste équilibre finalement. Une DIRESI plus rapide, plus efficace, forcément, ça aura un impact positif. Mais là aussi, c'est pareil, il ne faut pas que cette efficacité de la DIRESI soit au détriment de ceux qui ont besoin de la DIRESI. Donc j'ai parlé de Diadem, de cet outil justement qui se suit bout en bout. Il y a d'autres étapes, d'autres travaux qui sont en route. On a parlé notamment aussi de tout ce qui est intelligence artificielle, traitement des données. Et là, c'est important. Le numérique permet justement de traiter de manière forte et puissante des données qui peuvent être hétérogènes, de corréler ces données. La DIRESI, justement, pour elle-même, mais aussi pour les autres, en tant qu'hébergeur de systèmes d'information, de capacités de calcul, de réceptacles, de mécanismes d'intelligence artificielle, travaille justement dessus. Et il y a en effet un peu ces termes de robotique process automation, RPA, où justement on va automatiser un petit processus d'interaction, par exemple, entre deux systèmes d'information. Les interfaces classiques, mais aussi à un moment ou à un autre, on a besoin d'avoir un petit peu des moulinettes, comme on dit dans notre jargon, qui nous permettent justement de gagner du temps, de gagner de l'efficacité. Ce qui est très important aussi, on parle beaucoup de technologie, mais il y a les humains derrière. Et il y a des humains qui sont fondamentaux, ce sont les corps SIC, les correspondants SIC. Et bien, ces correspondants SIC, ils ont besoin d'avoir un manuel d'emploi pour comment est-ce que je m'adresse à la DIRESI. Et justement, la DIRESI, dans le cadre d'un certain nombre de démarches qui ont été menées, justement, notamment d'innovation participative, eh bien, il y a un manuel du corps SIC qui a été défini, et là aussi un accès privilégié à la DIRESI pour les corps SIC pour pouvoir mieux comprendre ces éléments-là. Un autre exemple aussi d'amélioration au profit de tous, c'est la gestion du plan annuel de mutation. Ça paraît tout simple, on va dire, mais c'est compliqué. En effet, les démarches administratives, les démarches numériques. Et là, en fait, ce sont 30 000 mobilités à peu près à gérer. Là aussi, plutôt que de dire, j'ai besoin de modifier, par exemple, sur l'intradef, sur l'intraced ou d'autres choses, de faire équipement informatique par équipement informatique, et bien là maintenant il y a un coût complet qui est fait et qui justement permet de gérer la totalité de la migration des intéressés. Alors évidemment il y a toujours encore des effets de bord, il y a toujours des améliorations, mais le mécanisme est pris en place et continue. De même, la DIRESI est au-delà de cette acquisition et de cette livraison de systèmes et de prestations informatiques et télécommunications, elle assure aussi la logistique de ces équipements. Là, ce sont des centaines de milliers d'ordinateurs, d'équipements actifs, de moyens. Donc, on a besoin d'avoir une logistique élaborée. Donc, là aussi, pour pouvoir justement être plus efficient, pour que ce soit plus simple, justement, eh bien, on met en commun les données. Et là, un certain nombre de mécanismes, justement, d'initiatives en interne DIRESI pour pouvoir valoriser ces données, pour pouvoir mieux comprendre, mieux évaluer, mieux attribuer, justement, dans des domaines comme, par exemple, tout ce qui est gestion logistique de biens. D'autres exemples aussi, vous avez certainement ce qu'on appelait le 13 ou les services desk, c'est l'appel, justement, alors c'est pas l'appel à un ami, mais si, c'est un ami parce que c'est quelqu'un de la DIRESI qui va vous aider justement à résoudre une difficulté. Eh bien, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui peuvent se faire à distance.
et il y a énormément de questions que les uns et les autres se posent. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en perspective toutes ces questions et de façon à avoir les réponses. Ça paraît tout bête, mais finalement, ce mécanisme, on a plusieurs centres, eh bien, il fallait mettre en perspective cela, il fallait faire des banques de questions, des banques de réponses formalisées, claires, précises. Et donc là, justement, ça simplifie alors pour la dirésie, justement, mais aussi en fonction des bénéficiaires. Quand vous appelez, justement, vous êtes sûr d'avoir la réponse officielle de la dirésie et non pas uniquement la réponse d'un technicien en particulier qui va découvrir votre difficulté. Là, que ce soit des choses qui sont importantes. Donc, de manière un peu plus largement, sans trop rentrer dans les détails, on est en train aussi de travailler avec l'Agence du numérique de défense à une fabrique de chatbots. Donc, c'est pour discuter justement au travers d'un système d'information, d'un portail, quand il y a des questions, eh bien, ces mécanismes justement automatiques vous permettent de discuter. Alors, on n'est pas encore au niveau de ChatGPT, mais on ne désespère pas de monter en gamme là aussi. Et au moins, vous pouvez être assuré que vos données seront préservées et que les productions, les réponses seront pertinentes. Ce qui est important derrière aussi, c'est ces notions d'ergonomie. Parce que la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. Alors à part quelques spécialistes qui vont trouver ça fantastique, la beauté d'un code en Python, c'est fantastique. Mais derrière, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ça serve justement à des métiers. Et donc c'est ce lien justement avec les métiers. C'est ça la numérisation, c'est pas uniquement l'informatisation de processus. On découpe en tranches, on informatise et on espère que tout ça va marcher. En fait, c'est revenir au cœur des métiers et on a besoin finalement de traducteurs. On a besoin de traducteurs entre les métiers et l'IT. Ça, travailler ensemble, ça s'appelle l'agilité. On a besoin après justement de faire en sorte que ceux qui vont concevoir les systèmes et ceux qui vont les déployer, les exploiter et les défendre, ils travaillent ensemble. Ça, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le DevSecOps. Après, le fait de réunir ces personnes ensemble, eh bien, ça va permettre justement d'avoir une approche transverse, d'avoir une approche non pas séquentielle où il peut y avoir la perte en ligne, mais d'appréhender justement un métier, une fonctionnalité ensemble. Et le mieux, parce que vous avez beau avoir conçu un superbe outil, si cet outil n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc il faut intégrer les utilisateurs. Donc on en vient à constituer ce qu'on appelle justement des équipes intégrées, multidisciplinaires, qui vont pouvoir travailler ensemble. En fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc je terminerai justement en disant, voilà, vous avez bien compris que c'est un travail collectif et qu'il faut unir nos forces. Unir nos forces, c'est la devise de la dirésie. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Je passe sans entendre évidemment au directeur central du service santé des armées, le médecin général Philippe Rouanet de Berchoux. Monsieur le directeur central, dans quel but votre service travaille-t-il à la simplification? Merci. Écoute, merci d'abord d'avoir monté ce séminaire de la simplification parce que d'abord c'est une démarche dans laquelle le service de santé s'est inscrit. C'est la démarche ministérielle, la démarche voulue par le chef d'état-major des armées, et on s'y est inscrit assez rapidement puisque dans l'ambition 2030, ça fait partie, dans un des axes, c'était refonder le service, et dans la refondation, la simplification a été forcément intégrée. Alors pourquoi elle est intégrée? Parce qu'en définitive, elle touche l'ensemble des composantes, alors que ce soit la médecine des forces, la médecine hospitalière, le ravitaillement médical, la recherche et l'innovation, mais aussi la formation, mais aussi les fonctions soutien ou appui, c'est-à-dire notre système d'information et du numérique en santé, et aussi la fonction RH. Et que je ne voyais pas faire une ambition 2030, évidemment, sans intégrer la simplification dans les processus. Alors, le constat, effectivement, c'est que en tant qu'usager du service, il y a beaucoup effectivement d'observations qui remontent sur la qualité de service rendu. Et en interne, dans le cadre de la direction du service, effectivement, c'était un besoin pour moi de répondre à la fois aux besoins des forces armées. Et c'est là aussi où la démarche simplification est importante, c'est être associé aux différentes démarches que font les forces armées. Parce que je ne vois pas comment on pourrait développer un processus sans l'appui des forces armées, et aussi le processus interne de simplification qui est importante pour la qualité de service rendu. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi au niveau de l'inspection du service de santé des armées de disposer d'un officier général, donc qui est la commissaire générale Christine Allemand, qui, outre ses fonctions d'inspecter dans le service, je l'ai chargé
de piloter à mon niveau, au niveau de l'inspection, donc toutes les démarches de simplification qu'a entreprise le service de santé des armées. Alors moi, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du procès, je voulais individualiser, je vais gagner du temps qui a été dépensé par d'autres. Je citerai deux axes. Le premier, ça concerne nos pratiques. J'ai souhaité que les soignants refassent du soin et forcément, c'est regarder comment améliorer la qualité du soin et la prise en charge des patients. Et ça a été le premier axe qui a été souhaité. Alors je prendrai des exemples. Et le deuxième, c'est pour l'enjeu majeur du service. L'enjeu majeur du service, c'est sa ressource humaine. Et très clairement, dans l'enjeu de ressources humaines, compte tenu en plus du milieu contraint dans lequel le service intervient, puisque je rappelle que le monde de la santé civile est un milieu en crise, et que le service de santé, c'est un service de santé des armées pour lequel je pense que la qualité de service rendu au profit des forces armées est plutôt très bien. C'était un axe sur les ressources humaines qui, au-delà de la politique mise en œuvre, donc j'ai souhaité, je citerai quelques exemples, comment améliorer cet axe pour évidemment le service de santé des armées et le soutien aux forces armées. Alors sur le premier, sur les métiers, le métier, je prends un exemple qui revient sans arrêt, c'était l'expertise médicale d'aptitude. On voit bien que c'est un sujet qui a toujours été d'actualité, qui est un sujet qui est encore plus d'actualité quand on pense encore au recrutement des réserves. Donc forcément, je ne l'ai pas regardé surtout par comment rentabiliser, mais comment adapter nos pratiques aux enjeux que l'on se fixe. Alors il y a un premier plan d'action qui a été fait où on a redonné du temps médical en re-regardant nos pratiques, et ça a été notamment ce que vous avez connu entre la sélection et l'incorporation, c'est une revisite totale de qui fait quoi dans ces deux temps pour entrer dans les armées. Notamment, on a optimisé en tout cas l'emploi du personnel infirmier sur certains temps, pour lequel effectivement ils sont beaucoup plus compétents et auquel cas on a redonné le métier de ce que doit faire le personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà en place et qui, je pense, est optimal. Et nous allons aller plus loin puisque c'est carrément une nouvelle visite de comment nous voyons l'évaluation sanitaire ou l'évaluation en santé d'un militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est raisonné en différenciation du type d'acte par rapport au métier, par rapport à ce qu'on demande. Il est hors de question d'avoir une visite en définitive, qui peut se faire et qui va nécessiter beaucoup d'énergie. On prenait l'exemple dans certaines armées, est-ce que pour certains métiers, ou en tout cas certains emplois, on doit avoir une visite totale, alors que simplement certaines visites avec une périodicité différente pourraient amener un résultat sur l'évaluation. Et c'est pour ça que c'est bien de l'évaluation de l'état de santé dont on parle. Et ça, c'est un chantier qui est en cours au niveau de la direction centrale, et qui évidemment associera les états-majors dans cette réflexion. Un des exemples, et là je rebondis dans la conduite des projets, l'organisation des nouveaux centres médicaux des armées et des antennes médicales a été fait en parallèle avec CMA numérique. C'est-à-dire que quand nous avons projeté une nouvelle pratique, une nouvelle organisation, nous avons forcément intégré comment le numérique doit appuyer dans le projet initial cette transformation. Et c'est bien ça l'enjeu majeur, c'est dans la construction du projet au départ, c'est comment intégrer l'ESI, le système d'information. Et pour bien diminuer les tâches administratives. CMA numérique, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le milieu civil. En gros, c'est un service médical national, voire international, c'est-à-dire à partir de n'importe quelle console au niveau d'une antenne médicale, nous sommes en mesure, évidemment pour ceux qui ont le droit ou le devoir d'en connaître, d'avoir un dossier médical partagé, et donc qui a revisité nos pratiques, et donc forcément l'emploi des fiches navettes, etc. Donc c'est pour ça que tout dossier médical, c'est les pratiques. L'ESI est vraiment un appui de ce que l'on veut faire. Et le projet doit être développé en commun. Ça, c'est le premier axe sur plutôt redonner de l'expertise, ou en tout cas redonner de l'activité technique à nos personnels soignants. Le deuxième, c'est sur les fonctions, donc processus ressources humaines. Alors là, il y a un gros process en cours avec une nouvelle politique, un nouveau modèle qui a été validé, et évidemment derrière avec une fonction ou un appui RH qui doit être à la hauteur de l'administré. Ça a été dit, dites-le nous une fois, c'est pareil pour que ce soit l'administratif ou le médical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la partie gestion des ressources humaines, je pense qu'il y a des marges de progrès et que ce que je souhaite, c'est qu'à la fois
dans la filière de recrutement, dans la filière d'attractivité et de fidélisation, eh bien, l'outil de simplification soit mis vraiment en avant. Donc tous les process sont revus au niveau de la fonction RH, justement pour satisfaire à la fois l'administré, mais aussi la chaîne de commandement. Là aussi, l'enjeu, c'est comment aujourd'hui accrocher tout le système d'information, et on voit bien la difficulté des systèmes d'information RH, comment accrocher ces systèmes d'information qui doivent être un appui à une politique. Et ça, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui du nouveau modèle RH que doit développer le service, et comment un nouveau système d'information peut appuyer la politique. Voilà ce que j'avais à dire, donc en simplifié, c'est à la fois une prise en compte au plus haut niveau, puisque si la prise en compte n'est pas faite par le commandement, eh bien évidemment ce ne sera jamais pris en compte, et ça doit être pris en compte dans les projets développés, qui soient, moi dans mon domaine, vraiment, et j'ai axé 2 priorités, c'est pour la pratique des soins et le deuxième pour la fonction RH. Évidemment, il y a d'autres sujets de simplification que je n'aborderai pas, mais c'était vraiment les 2 axes prioritaires que j'avais donnés dans l'ambition 2030. Merci de votre attention. Merci, monsieur le directeur central. Pour terminer cette table ronde, je vais me tourner vers madame Isabelle Marais-Saint-Père. Madame, vous êtes administratrice d'entreprise, mais également de fondation. Vous intervenez aujourd'hui sur votre expérience à L'Oréal, où vous avez été en charge, responsable du programme Simplicity. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir appelé ce programme Simplification ? Colonel, je voudrais remercier le général Giraud, puisque la première interaction au-delà de l'IHEDN que j'ai faite et du CHEM, c'est effectivement avec le général Giraud dans le cadre de la Task Force Simplification pour l'aide-humanitaire, et aussi le colonel Patient, et vous, évidemment, de m'avoir invité, j'en suis ravie. Donc effectivement, je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui l'expérience d'un programme de transformation qu'on a appelé Simplicity, et c'est en fait le cœur d'une démarche de ce pas de côté. Je ne sais pas s'il est petit ou grand, mais en tout cas de ce pas de côté effectivement que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc c'est une transformation dans un groupe qui est inscrit ici, mais je ne vais pas le citer parce que sinon je serais accusée de faire la publicité, mais c'est un très très bon groupe. D'un groupe qui fait 80 000 collaborateurs et qui à l'époque faisait plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui en fait 30 aujourd'hui. À l'époque, c'était en 2015. Donc je vais effectivement vous parler de simplicité et pas de simplification. Je vais vous parler de comportement individuel, de manière de travailler ensemble et non de structure, pas d'organisation, pas d'indicateur, pas en gros de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Je vais vous parler d'une approche sociologique de la transformation. Alors quand on dit sociologique, je me souviens au début, dans ce groupe, on disait mais Isabelle, c'est bisounours, etc. Pas du tout. En fait, c'est très exigeant et très bienveillant, mais c'est très exigeant. Et c'est une approche donc, qui peut paraître un peu évanescente, mais en fait, elle s'est révélée terriblement efficace. Donc je vais vous parler d'une approche sociologique de la transformation. Alors, la petite histoire, nous sommes en 2015, le PDG du groupe qui est à l'écran fait comme d'habitude, est très présent sur le terrain. C'est une grande habitude de ce groupe, les grands patrons et toute l'équipe de direction générale va sur le terrain et là rencontre ses équipes et rencontre évidemment le marché, en particulier s'inquiète de ce que fait la concurrence. C'est la fameuse scène d'inquiétude. Et là, à l'occasion de ces visites dans un de ces pays, il rencontre certains patrons de pays qui lui disent « Écoute, ce n'est plus possible. À chaque fois qu'on doit prendre une décision, il faut qu'on en réfère au patron de la sous-zone, au patron de la zone, au siège, au patron de la division, au patron fonctionnel, au directeur financier. Donc, on a perdu en liberté d'action et en liberté de décision. » On appelle ça irritant dans l'armée, mais autre point de douleur, pour faire du mauvais franglais, dans le groupe, en fait, il y a certains collaborateurs qui, au lieu de prendre des décisions à leur niveau, eh bien, ce qu'on appelle du rétro-cascading, font remonter la prise de décision au niveau N+1, N+2, voire N+3. À l'inverse, on a des patrons qui font du micro-management. Autre irritant, quelques entités qui travaillent en silo et puis aussi quelques talents qui songent à quitter le groupe. Voilà. Donc c'était des signaux faibles qui, à l'époque, et c'est toujours le cas, le groupe allait très très bien. Et ce patron qui était très visionnaire a senti cette frustration qui pointait à certains endroits du groupe, a senti aussi qu'on dépensait beaucoup d'énergie, plus d'énergie que nécessaire pour arriver à certains résultats. Donc il est revenu et a décidé de lancer ce programme qui, à l'époque, s'appelait Simplification.
Et il me l'a confié puisque j'avais eu l'habitude de mener des grands programmes de transformation dans mes précédents groupes. Et en fait, assez rapidement, j'ai proposé de ne pas appeler simplification, puisque justement, on ne parlait pas de structure, on ne parlait pas de reporting, on ne parlait pas d'organigramme, on ne parlait pas de processus, mais on parlait bien de comportement. Donc on a, en quelques jours, on est passé de simplification à simplicité. On n'avait pas communiqué sur le programme, puisque ça c'est un point important, il faut communiquer au bon moment et fort, mais pas trop tôt. Et pour en résumer, simplicité, c'est comment créer les conditions autour, donc température et de pression, mais comment créer les conditions autour des collaborateurs pour que les comportements conduisent à obtenir 2 objectifs. Un objectif business et un objectif humain. L'objectif business, c'est gagner, on est dans un groupe privé, hein, donc c'est du chiffre d'affaires qu'il s'agit, c'est gagner quelques points de croissance du chiffre d'affaires. Encore une fois, le groupe était tout à fait croissant, mais pensait qu'il pouvait faire beaucoup mieux avec les forces vives qui le constituaient. Donc un enjeu de business, gagner quelques points de croissance. Un enjeu humain, faire en sorte que les personnes aient plus de plaisir à travailler en interne et être plus attractifs pour attirer les talents. Les 2 objectifs sont indissociables, business et humain, puisque la santé d'une organisation, c'est sa performance de demain, et une organisation doit aussi être là pour permettre l'épanouissement à un instant T de ses collaborateurs. Donc, indissociable, business et humain. On a déployé, donc ce programme a été confié, on a travaillé avec une toute petite équipe en centrale, je tiens à le dire, parce qu'à l'image du titre simplicité, il faut qu'il y ait une énorme congruence, une énorme cohérence pour l'ensemble du programme. Donc une toute petite équipe en centrale, on était 3, je travaillais main dans la main avec le DRH et puis une autre personne. On avait deux consultants à l'extérieur qui travaillaient avec nous, et ensuite on s'est appuyé à 100% sur les équipes internes. Donc on n'a pas constitué d'équipe spécifique plus grande que ces quelques personnes en centrale, directement rattachées, puisque j'étais membre du comité exécutif du groupe L'Oréal, je l'ai dit. Donc j'étais rattachée au PDG. Et c'est un point important, on l'a évoqué, il faut que ce soit pris au plus haut niveau. Alors on a déployé les étapes classiques d'un programme de transformation, le diagnostic, la conception des solutions, la conception, la mise en œuvre de ces solutions, l'évaluation du succès et puis les mesures correctives. Alors le diagnostic, ça a été évoqué à plusieurs moments ce matin. La cause de tous ces signaux faibles, le silo, le micromanagement, etc., c'était la complexité. Et la complexité de cette grande structure, comme toutes les grandes structures, avait engendré plus d'entités qui ont été créées, plus d'équipes, donc plus d'interfaces. Plus d'interfaces dit plus de tensions entre les différentes entités de part et d'autre de la ligne dont a parlé le chef d'état-major des armées ce matin. Et plus de tensions, moins de coopération et moins de confiance. Donc c'était vraiment la spirale, en fait, les signaux faibles d'une spirale qui n'était pas forcément vertueuse. À partir de la complexité, on arrivait à un manque de coopération et de confiance. La complexité pour un groupe, vous la connaissez depuis 2015 et c'est évidemment amplifié avec toutes les crises et qu'on connaît, vous connaissez parce que vous êtes à l'œuvre et on vous en remercie. À l'époque, il y avait une pression réglementaire très forte en externe, des consommateurs qui étaient plus exigeants au niveau du développement durable, au niveau des questions éthiques. On avait des petites marques qui, au-delà des grandes marques institutionnelles de beauté, des petites marques qui avaient émergé à l'aide du e-commerce et qui grignotaient des petites parts de marché pays par pays partout. Donc le monde à l'extérieur beaucoup plus dynamique, beaucoup plus complexe. En interne, un groupe qui était en fait victime de son succès avait cru très rapidement. Avant, vous alliez à Clichy, le marketeur qui avait inventé un produit, il croisait le commercial dans l'escalier entre le 2e et le 3e étage, il savait exactement ce qu'avait donné son produit en termes de chiffre d'affaires en France. Maintenant, le groupe était devenu une multinationale, des équipes dans le monde entier, beaucoup plus de nationalités, beaucoup plus de cultures, beaucoup plus de divisions qui avaient été créées. Donc on voit que le niveau de complexité avait énormément augmenté. Et c'est important, c'est que, et c'est pareil, je pense, pour les armées, puisque j'ai l'occasion de mieux les connaître au travers de l'IHEDN, les grandes structures sont devenues multimatricielles, et pas seulement bidimensionnelles, elles sont devenues quadridimensionnelles au minimum. Et on cherche souvent à tuer cette matrice. Or, la matrice, on ne peut pas la tuer. La matrice, elle est là, parce que le monde est complexe. Ça ne va pas changer, ça va même augmenter. Donc la question, c'est comment on fait face à cette matrice multidimensionnelle. On est, je pense, c'est pareil dans les armées, au moins à 4 dimensions. Donc la complexité, elle a entraîné des tensions business. Je ne parle pas de tensions de personnes, même s'il peut y en avoir, mais je parle de tensions business. Et en fait, les collaborateurs avaient répondu. La meilleure façon qu'avaient trouvé les collaborateurs de répondre à ces tensions business, c'est par un manque de coopération et un manque de confiance. Et c'est là que le diagnostic est devenu très intéressant, parce que c'est toujours le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Pourquoi, face à une complexité, face aux tensions,
la meilleure réponse des collaborateurs, c'est un manque de coopération et c'est un manque de confiance. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux, c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est pas parce qu'ils ont décidé un matin de se dire bah voilà, aujourd'hui je vais pas être coopérant. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on les a mis dans des conditions autour d'eux qui les conduisent de manière la plus rationnelle possible à ne pas coopérer. Donc le manque de coopération est un comportement tout à fait rationnel des collaborateurs, et même des collaborateurs les plus brillants, les plus pertinents, les plus à leur poste. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est que les systèmes, les grandes structures conduisent à ne pas coopérer, parce qu'on met les collaborateurs dans des conditions de température et de pression où le meilleur comportement rationnel pour atteindre leurs propres objectifs business est de ne pas coopérer. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, encore une fois, c'est décalé, c'est le monde de la beauté, donc c'est suffisamment décalé pour que vous puissiez faire les parallèles nécessaires de votre côté. Je ne me permettrai pas de les faire pour vous, parce que je ne suis pas suffisamment pertinente pour cela. Voilà, donc on avait une tension business entre le central et le local. Le central, une patronne de division de marque de soins de la peau, qui pour elle, pour vraiment relancer sa marque, avait besoin que sa marque réussisse en Chine dans le soin de la peau, puisque la Chine, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le premier marché du soin de la peau. L'autre côté, à l'autre bout de la tension, on avait la patronne des marques du groupe, l'ensemble du groupe, donc il y a plusieurs marques, il y en a plus de 10, de ces marques en Chine. Elle, son objectif business, c'est de faire croître son chiffre d'affaires. Et malheureusement pour la patronne mondiale de la marque en question, elle n'avait pas besoin de la marque mondiale pour réussir. Pas du tout. Elle savait qu'en déployant un peu de ressources, elle allait sur une autre marque, elle allait faire son chiffre d'affaires. Donc on voyait qu'on avait 2 tensions, une patronne de marque mondiale qui a besoin de la Chine pour réussir, la patronne de toutes les marques en Chine qui n'a pas besoin de cette marque pour réussir en Chine. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, entre 2 fonctions, le marketing et l'industrie. On était en 2015, les produits naturels, ce n'était pas une mode, c'était vraiment un mouvement de fond, croissait, et le marketing a dit c'est absolument nécessaire qu'on intègre des ingrédients naturels dans nos produits. Les ingrédients naturels, ils viennent des plantes ou de la biotechnologie. Ce sont des mélanges complexes. Le groupe était fait sur la chimie organique. C'est beaucoup plus difficile pour un industriel dont l'objectif est de réduire les coûts, d'être bon en délai et d'être bon en qualité. Quand vous lui mettez des plantes ou de la biotech entre les mains, il n'est pas très content parce que ses coûts augmentent, c'est moins reproductible. Donc vous voyez, 2 objectifs contradictoires. Dans les 2 cas, en fait, sur ces 2 sujets, la stratégie de marque versus la stratégie locale, la stratégie du naturel pour le marketing et pour l'industrie, en fait, il n'y avait pas d'objectif commun, il n'y avait pas de cadre stratégique. Donc en fait, ces tensions qui sont absolument saines, l'erreur est de vouloir les éliminer. C'est une erreur d'éliminer les tensions. Elles sont normales et elles sont liées à la complexité. Mais en revanche, comme le monde évolue vite, sur certains sujets, ici, l'histoire de la marque mondiale locale et des produits naturels, il manquait un cadrage stratégique du plus haut niveau de l'entreprise pour que les collaborateurs sachent, au fond, vers quel objectif aller. Donc, cadrage stratégique qui a été fait, et deuxièmement, un objectif de coopération qui a été établi entre ces 2 collaborateurs, ce qui oblige les 2 patrons à se mettre d'accord. Les 2 patrons étant en général les membres du comité exécutif, c'est l'équivalent de la plus haute instance de décision, donc c'est la direction générale. Donc ça oblige en fait les membres du comité exécutif à se mettre d'accord sur des sujets très précis, à donner du cadrage stratégique et à donner le même objectif de coopération à leurs collaborateurs. Ça veut dire se mettre d'accord entre eux en fait. Donc on voit pourquoi les programmes de transformation doivent commencer par le haut. Je sais bien qu'on est dans l'ère de l'horizontalité totale. Enfin moi qui ai piloté 3 grands programmes de transformation, je pense que comme vous, on est convaincu qu'il faut que ce soit l'exemple donné par le haut et un très grand sponsorship du haut, sinon ça ne fonctionne pas et les programmes sont forcément descendants. Voilà, ça c'est ma grande... Je suis peut-être à l'encontre des modes actuels, mais je pense qu'un grand programme de transformation ne se fait qu'à partir du haut. Voilà, donc on a vraiment l'originalité de ce programme, c'est qu'on a identifié ensuite dans l'ensemble du groupe, donc on a visualisé le groupe comme un organisme vivant et on ne parle pas à l'intérieur d'une entité, on parle vraiment entre entités, quels étaient vraiment les nœuds, les tensions les plus fortes pour réussir, pour faire en sorte que le groupe réussisse. Pardon. Donc on a identifié ces tensions, à chaque bout de tension il y a une entité. Dans chaque entité, il y a un collaborateur. Donc, on a défini précisément le cadre stratégique et on a défini les objectifs de coopération. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une démarche systématique, on est dans une démarche systémique. Pas systématique parce que ce n'est pas le rouleau compresseur qui s'applique à tous, parce que ça, on épuise l'organisation.
et j'ai déjà fait ce type de programme, on épuise tout le monde. Mais vraiment d'avoir, c'est un peu de l'acupuncture. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça aux armées parce que vous n'êtes pas dans l'acupuncture du tout, mais c'est vraiment une démarche d'acupuncture. On appuie sur les nœuds, mais à des endroits très précis, ce qui manque beaucoup d'intelligence en amont pour repérer là où c'est les tensions les plus fortes. On a ensuite activé 2 autres leviers, donc au-delà du cadrage stratégique sur certains sujets très précis et des objectifs de coopération donnés à des collaborateurs très précisément. On a activé 2 leviers qui sont plus classiques. Un que vous connaissez par cœur aux armées, qui est comment on reçoit et on donne du feedback, puisque en fait, c'est votre fameux rétex que vous faites voilà, souvent en conduite. Dans les groupes, les grandes structures, on avait l'habitude de donner au moment de l'évaluation de fin d'année, donc une fois par an du retour. Là, comme toutes les entreprises et toutes les grandes structures sont en mode projet, on donne en fait du feedback au fur et à mesure du projet. Vous le faites, mais ce n'était pas naturel dans les grandes structures. Deuxième levier très important, les réunions. Je crois qu'on passe tous notre temps en réunion. S'assurer, ça a été évoqué aussi par le général Giraud, s'assurer aussi que certaines réunions sont à haute valeur ajoutée, sont stratégiques, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas du micromanagement, que le top management soit là pour résoudre des problèmes compliqués que leurs collaborateurs n'ont pas pu résoudre d'abord entre eux. Et ça, c'est vraiment une posture très différente. C'est pas un sujet d'arbitrage, c'est pas le sujet d'arbitrer, c'est de résoudre un problème compliqué que les échelons hiérarchiques inférieurs, je ne vais pas parler comme ça, mais n'ont pas réussi à résoudre. Je termine. Voilà. Je termine. Donc, les facteurs de ce que j'ai retenu de cette transformation, c'est que, 1, il faut une volonté, une exemplarité au plus haut niveau. 2, simplicité, il n'a pas été un programme RH, c'est vraiment un programme du top management business. L'autre point qui est important, qui est évoqué, on n'impose pas une transformation, il faut qu'il y ait un terreau qui a envie de cette transformation et il faut donner envie aux collaborateurs de changer parce qu'on a toujours envie que ce soit les autres qui changent mais pas soi-même. Donc il faut vraiment, ça c'est important. Voilà, donc la conclusion c'est que la complexité et les tensions sont inéluctables, elles ne feront que croître, que si on cherche à les réduire ou à les supprimer, eh bien on s'épuise et que l'approche la plus puissante de mon point de vue c'est de gérer cette complexité en gérant les tensions et en agissant sur les comportements et les manières de travailler ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment et désolé pour le temps dépassé. Merci infiniment, madame. J'ajoute que madame Arrey-Sampère est colonel de réserve dans la main de l'air et de l'espace. On comprend effectivement sa grande qualité. Madame, messieurs les directeurs centraux, merci infiniment de vos interventions et de votre présence surtout. Merci.